webinaire qui s'enregistre dans la série des événements organisés dans le contexte de la Semaine de l'évaluation 2026, initiée par la Global Evaluation Initiative 2026. Cet événement en particulier est organisé et piloté par IBS Africa. Nous allons commencer notre session en questionnant ce proverbe africain qui dit ceci. Ce n'est qu'en forgeant son propre outil qu'on sait s'y coupe bien. Je pourrais le dire autrement et dire, ce n'est qu'en goûtant à un repas fait par nos mains qu'on sait si on a une belle main de cuisson. Vous savez, en ce contexte où l'Afrique se revendique de plus en plus une autonomie dans les domaines de développement comme l'évaluation, dans cette ère où l'Afrique a besoin de s'affirmer, d'affirmer le contenu de ses savoirs, d'affirmer ses idéologies, ne serait-il pas judicieux pour nous, Africains, pour nous, évaluateurs, de modeler un outil qui réponde au mieux à nos besoins, ou je dirais ça autrement, qui s'adapte le mieux à nos idéologies. Une fois de plus, bienvenue à ce webinaire. Je suis Boudang Aguifé Yolande. Je suis conteuse et chercheuse à IBS Africa et également jeune évaluatrice émergente. Je suis très enthousiaste de partager ce moment de discussion avec vous. Alors, pour piloter cette session, je ne serai pas seule, bien sûr. Je serai accompagnée par Mademoiselle Antasso, une voix forte de l'évaluation ouest-africaine. Antasso est également sociologue de formation et co-coordinatrice de la thématique du groupe thématique évaluateur émergent Sénéval. Elle sera avec nous pour cette session. Mais avant de commencer, je tiens à passer quelques informations, questions pour nous de passer un moment agréable, fluide et intense de partage de connaissances. Cette session s'ouvre et va sur 90 minutes, donc 1h30, qui seront repartis comme suite. Nous aurons 4 intervenants et à la fin, nous aurons une session de discussion, questions pour nous d'écouter les commentaires et bien sûr apprécier toutes vos contributions. Pendant que nos brillants présentateurs seront en train de passer comme panélistes, nous chat toutes questions, tout commentaire et suggestion et idée, si magnifique qu'elle vous vient à l'esprit, juste sentez-vous libre de mettre cela dans le chat. Nous y reviendrons à la session de discussion. Alors, ceci dit, je vous souhaite encore la bienvenue à cette session de discussion. Comme je l'ai précisé, elle se veut interactive et engageante. Donc, toutes vos contributions seront le bienvenu. Je vais passer à présent la parole à Mademoiselle Anta pour qu'elle nous introduise notre premier panéliste après cette présentée. Merci et bonne session. Anta, c'est à toi. Ok, merci beaucoup pour cette belle introduction de notre panel. Et c'est un honneur immense de co-modérer cette session à vos côtés. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme cette discussion, nous allons passer la parole à Dr. Dante et ensuite il va nous parler sur l'étymologie et de l'évaluation classique. Je vous passe la parole.
Bonjour, j'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Ok, merci beaucoup. Comme vous avez bien dit, je suis Monsieur Tangam Andrew, je suis analyste de politique publique. Et je vais vous entretenir brièvement sur l'évaluation classique, comme vous avez bien dit. Je ne sais pas si vous pouvez, si mon écran est visible. Est-ce que mon écran est visible? Oui, Dr. Andrew. Ok, ok, beaucoup. Donc, euh, l'essentiel de la présentation, c'est juste de voir ce qui est l'évaluation classique, comme ça a été conçu et comme c'est utilisé dans, je peux dire, le monde entier avant le début de l'ère de l'évaluation en matière de ce qui se passe dans différentes régions du monde. Donc, s'il y a deux thèmes à regarder, d'abord, il y a le concept de suivi, qui est le processus routine qui examine les activités et l'avancement du projet et détecte également les écarts qui se produisent lors de la réalisation du projet. Et il faut noter que c'est un processus à court terme et qui est axé sur l'amélioration de l'efficacité globale du projet. Et le thème évaluation est une activité périodique qui permet de tirer des conclusions sur la pertinence et l'efficacité du projet ou du programme. Et en fait, c'est un processus à long terme qui vise l'amélioration de l'efficacité du projet et qui peut être effectué par le personnel interne de l'organisation. Et avant de passer aux caractéristiques, il faut noter que le concept d'évaluation trouve son origine dans les États-Unis, aux États-Unis dans les années 60, où l'objectif, en fait, c'est comment est-ce que le gouvernement peut faire mieux en matière de politique publique et qui s'est répandu aussi dans le monde. Et comme nous allons constater tout à l'heure, euh, dans les critères de l'évaluation qui sont souvent évoqués dans soit le projet d'évaluation comme conçu par les organisations internationales. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'évaluation? Donc, l'évaluation peut être soit technicienne, pluraliste ou bien participative. Avec l'évaluation technicienne, il n'y a pas, ici c'est en matière de le degré d'intégration ou bien le degré de participation de la population dans l'évaluation. Donc l'évaluation technicienne n'inclut pas les parties prenantes. En fait, c'est un technicien qui travaille seul. Tandis que l'évaluation participative est beaucoup plus inclusive. Donc, il s'agit de, même les bénéficiaires sont les parties prenantes dans le processus d'évaluation. Euh, euh, on peut aussi regarder l'évaluation en matière, dans le domaine temporaire. Par exemple, il y a l'évaluation ex ante avant l'évaluation. Il y a aussi l'évaluation in itinère, c'est-à-dire pendant l'évaluation. Et on a aussi l'évaluation finale ou ex post, c'est-à-dire après l'évaluation. Et d'autres caractéristiques de l'évaluation, ça peut être en fonction de le but de l'évaluation. Donc, l'évaluation, parfois, c'est comme une aide à la décision. Ça aide les politiques publiques ou bien le pouvoir public à prendre une décision, ou bien ça peut être une visée démocratique, c'est-à-dire ça permet aux parties prenantes, à la population de questionner certains aspects d'un politique, ou bien un programme, ou bien un projet. Et, et beaucoup plus l'évaluation au fil du temps, c'est un développement de la connaissance sur une politique
mener, c'est-à-dire ça permet au pouvoir public de mieux comprendre si une politique qui est implémentée, si ça atteint ses buts, ou bien s'il y a des améliorations à faire sur cette politique publique. Et il faut aussi noter à ce stade que le concept d'évaluation a aussi vraiment évolué. Mais compte tenu du temps, on ne va pas entrer dans tous ces différents aspects. Parce que dans le domaine de l'évaluation, lorsqu'on parle de l'impact, par exemple, le concept d'impact, ça varie en fonction de qui emploie cet impact. OK, donc il y a l'impact qui est beaucoup plus profond et l'impact, c'est-à-dire selon la méthodologie employée dans l'évaluation, et aussi il y a l'impact en matière de comment est-ce que les objectifs visés par le projet restent longtemps après la fin du projet, c'est-à-dire la pérennité du projet. Maintenant, on va aborder les étapes clés d'une évaluation. Donc, dans l'évaluation classique, on peut identifier quatre étapes clés. Par exemple, il y a la structuration, c'est-à-dire le processus de préparation d'une évaluation qui doit aller avec, qui vise à poser les questions et pour répondre aux objectifs de l'évaluation. Il y a les collectes des données qui visent c'est-à-dire les, euh, les outils de collecte des données qui peut être quantitatif ou bien qui peut être qualitatif. Et il y a aussi l'analyse des données collectées pour, identifier, pour répondre aux questions. Est-ce que, par exemple, en utilisant ces outils, ça nous permet de répondre aux questions de l'évaluation. Et il y a aussi l'appréciation qui est une sorte de analyse critique des questions. Si, par exemple, les données collectées nous permettent vraiment, et si les questions sont, si ça nous a apporté les réponses à ces questions, et si ça apporte les questions, quelles sont disons, les recommandations pour améliorer soit le projet, soit le programme, soit la politique visée. Et maintenant, nous allons aborder les critères d'évaluation. Donc, ces critères d'évaluation, ce qu'il faut préciser ici, c'est que la plupart des, des évaluations dans le monde, euh, euh, surtout ceux qui sont proposés par les organisations internationales, se basent sur ces critères. Et ces critères ont été proposés par l'Organisation pour la coopération et le développement euh, économique. euh, à travers le Development Assistance Community pour assistance au développement. Et en 1991, ils ont choisi 5 critères euh, qui, euh, euh, qui ont été acceptés par tout le monde. Il s'agit de la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la pérennité. Et à partir de 2019, ils ont aussi ajouté le critère cohérence de l'évaluation. Et je crois que c'est vrai, ces critères font l'objet de critiques. Et je crois que c'est aussi sur la base, c'est aussi sur la base de ces critères que d'autres critères se développent ou bien d'autres approches à l'évaluation se développe au fil du temps. Donc, voilà un peu l'essentiel de voilà un peu l'essentiel de ce que euh, on peut dire sur l'évaluation classique et qui a ouvert la porte à d'autres approches d'évaluation
et que nous entendons bien, nous analysons au fil du temps. Donc, merci beaucoup et à vous la parole. Merci beaucoup, Dr. Andrew, pour cette belle intervention remarquable et qui nous permet de comprendre surtout, de comprendre l'évaluation, mais aussi le suivi et l'évaluation en tant que telle. Et grâce à votre intervention, nous, classique, c'est historiquement construite autour de la chiffre mesurée et contrôlée. Et c'est le modèle aussi qui nous permet, comme vous l'avez dit à la dernière parole, c'est le modèle hérité qui sert encore de référence, même s'il y a d'autres évaluations qui sont nées. Et précisément, c'est ce modèle classique et universel parfois qui nous montre ses limites lorsqu'il est appliqué hors de son contexte d'origine. Et c'est cela qui nous amène logiquement à introduire notre second intervenant qui va peut-être un peu bousculer l'approche traditionnelle en nous parlant de l'évaluation Made in Africa. Une démarche qui se propose de repenser nos critères pour les enseigner aussi dans nos propres réalités, qui sont nos valeurs et cultures. Et Monsieur Jordan Ananga, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antasso, de me passer la parole. Je suis extrêmement heureux de faire partie de ce panel de discussion. Merci à la Global Evaluation Initiative qui nous a permis d'être dans cette Global Evaluation Week. Merci à eBase Africa d'avoir tout mis en place pour que cet événement se tienne bien. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes là parce que nous parlons de contextualiser l'évaluation en Afrique, le Made in Africa Evaluation et le taux RIDE comme passerelle vers l'inclusion. Alors, s'agissant du Made in Africa Evaluation, MAE, la petite thématique que nous avons préparée pour vous, c'est repenser l'évaluation en Afrique pour produire des données probantes contextualisées. Alors, il faut savoir que la première des choses qu'on slide, Julius, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi le MAE aujourd'hui? Alors, le Made in Africa Evaluation, c'est une évaluation qui est ancrée dans les réalités, les valeurs, les épistémologies africaines, portée par l'Association africaine d'évaluation AFREA. Et celle-ci vise à rompre avec la domination des modèles importés du Nord qui, malheureusement, bien souvent, ignorent le contexte culturel et les priorités des bénéficiaires africains. On comprend donc que le MAE ne se limite pas seulement à une simple adaptation d'outils existants, mais il entend produire une véritable épistémologie évaluative africaine par et pour l'Afrique. C'est une démarche qui s'inscrit dans un mouvement mondial plus large de décolonisation des sciences sociales et qui renaît même la diverse connaissance autochtone. Alors, la question du pourquoi du MAE vient tout simplement à cause de ces 4 constats que vous pouvez voir là. Le premier, c'est les mots dominants. Il faut savoir que depuis les indépendances, les pratiques évaluatives en Afrique ont été largement façonnées par les référentiels théoriques et méthodologiques qui ont été élaborés dans des contextes nord-américains et européens et souvent imposés par les bailleurs de fonds. Ces modèles tendent donc à valoriser les indicateurs quantitatifs et des normes qui sont dont les résultats ne reflètent pas toujours les réalités locales. Ce qui crée donc une sorte de distorsion entre ce qui est mesuré et ce qui compte réellement pour les communautés africaines. C'est donc un héritage colonial dans l'évaluation conduit à une évaluation au service des donateurs plutôt qu'au service des bénéficiaires. Le second point, c'est un besoin de contextualisation. Il faut savoir qu'une évaluation pertinente doit tenir compte du contexte culturel, historique et social dans lequel
elle s'inscrit, ce qui est souvent négligé lorsqu'on applique mécaniquement les outils importés. Les évaluateurs africains sont, pour nous, les mieux placés pour comprendre les dynamiques locales, les structures communautaires et les logiques de changement qui sont spécifiques au continent. La contextualisation en ce moment donc permet de produire des données probantes qui résonnent avec les acteurs du terrain et orientent réellement les décisions politiques. Le troisième point, celui de la décolonisation des pratiques et d'évaluation. Alors, à ce niveau, la décolonisation de l'évaluation implique de remettre en question les paradigmes dominants qui reproduisent des rapports de pouvoirs inégaux entre évaluateurs externes, épistémologie et axiologie qui font de la pratique évaluative en y intégrant les philosophies africaines telles que l'Ubuntu ou la pensée mat. C'est une démarche à la fois intellectuelle et politique qui vise à restituer aux Africains la maîtrise de la narration de leur propre développement. Et le quatrième point, l'importance des réalités africaines. Il faut savoir que l'Afrique est un continent d'une immense diversité culturelle, linguistique et historique. Et aucune approche évaluative ne peut prétendre à l'universalité sans intégrer cette richesse. Le MAI reconnaît que les communautés africaines possèdent leur propre système de connaissances, leurs propres indicateurs de succès et leur propre mode de validation du savoir, qui mérite d'être au cœur de tout processus évaluatif. Valoriser ces réalités n'est pas un repli identitaire, non, mais c'est plutôt une contribution essentielle à une évaluation globale plus inclusive et plus juste. Parlons à présent de l'origine et le MIA trouve ses racines dans le mouvement de résistance des années 1990 contre l'universalisation de la pensée euro-américaine dans la pratique évaluative africaine. Alors, sa naissance institutionnelle est intimement liée à la conférence d'Afrea tenue à Niamey, au Niger, en janvier 2007, voilà, où une session spéciale intitulée Making Evaluation Our Own fut organisée d'Ofir, le docteur Soulé Gariba et Oumoul Kari Batal. C'est lors de cette conférence fondatrice qu'Afrea adopta formellement la déclaration selon laquelle l'évaluation en Afrique doit être informée par les philosophies, visions du monde, expériences et histoire africaine. Et de lors, le MIA est un chantier intellectuel en constante évolution et nourri par les conférences, les publications académiques, les webinaires et les dialogues entre praticiens et chercheurs du continent. Alors, je veux qu'on marque à ce niveau, pour faire un court portrait de deux personnes que nous considérons comme essentielles dans le Made in Africa, dans sa genèse. Le premier, c'est le docteur Soulé Gariba, qui nous a quittés en 2021. Alors, il est considéré comme le pionnier. Le docteur Soulé Gariba, Julius, please, reviens en avant, s'il te plaît. Le docteur Soulé Gariba était un spécialiste de l'évaluation et de l'analyse des politiques publiques. Et il a été lui-même président d'Afrea, et c'est à partir de lui que ce mouvement a véritablement été initié. Il est ce qui a prononcé le discours inaugural à la conférence de 2007 qui a posé les fondements du MIA, ce qui fait de lui le professeur Baguel du MIA, comme la principale théoricienne du MIA. Alors, il y a pour rédiger le premier document de synthèse qui a conceptualisé. Il faut savoir aussi qu'elle a proposé une cinquième branche dans l'arbre métaphorique de l'évaluation mondiale, qui est la branche contexte et besoin, positionnant ainsi l'Afrique comme productrice des théories évaluatives à vocation universelle. Donc, il est important, lorsqu'on parle des origines de personnalité, la vision du MIA est celle d'une évaluation pleinement africaine dans ses épistémiques, ses méthodes et ses finalités.
tout en restant au dialogue avec les pratiques mondiales. Slide. Alors, parlons à présent des principes fondamentaux du MIA. Sur la décolonisation des savoirs et justice systémique. Il faut savoir que le MIA repose sur la conviction que les systèmes de connaissances africains, les philosophies sankofa, tradition orale, savoir autochtone, sont des ressources épistémiques légitimes et riches au même titre que les paradigmes occidentaux. Le second, c'est la contextualisation culturelle et l'ancrage local. Une évaluation conforme au MIA doit être conçue en tenant compte du contexte spécifique dans lequel elle s'inscrit, c'est-à-dire culture, langue, histoire, religion, structure sociale, sans chercher à l'uniformiser derrière des standards universels préétablis. Le troisième, c'est la participation et l'appropriation communautaire. Ici, il faut savoir que le MIA privilégie des approches participatives qui impliquent les communautés à toutes les étapes du processus évaluatif, de la définition des questions à la diffusion des résultats. Vous pouvez voir là en projection le cursus de comment l'évaluation Made in Africa doit se dérouler. Et puis, on a le pluralisme méthodologique et la valorisation des savoirs traditionnels. Le MIA reconnaît la richesse des méthodes africaines de collecte et de production des connaissances telles que la narration orale, la musique, la danse, les proverbes, tradition de communication dans les boîtes à outils évaluatifs, aux côtés de méthodes quantitatives et qualitatives conventionnelles. Passons à présent au MIA comme moteur de développement slide. Que le MIA est un fort outil au service du développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la gouvernance, de la jeunesse et même pour une appropriation locale des politiques publiques. Dans ces secteurs aussi essentiels que ce que nous venons de citer, le MIA permet de produire des évaluations qui rendent compte des réalités vécues par les populations africaines plutôt que de se limiter aux indicateurs définis par les agences internationales. Donc, nous recommandons fortement l'usage du MIA pour être un accélérateur, pour booster le développement dans tous ces secteurs. Parlant de l'appropriation locale des politiques publiques, le MIA contribue à renforcer l'appropriation nationale et locale des politiques de développement en produisant des preuves qui émergent des réalités africaines et qui parlent aux décideurs et aux citoyens du continent. Slide. Maintenant, faisons un lien entre le Made in Africa et les données probantes. Il faut savoir que, parlant de cela, nous nous investissons donner aux décideurs publics et politiques de bonnes idées pour le développement. Alors, le MIA, dans la narration et l'expérience du vécu, reconnaît pleinement la valeur épistémique de la narration, le storytelling, des récits de vie et des expériences vécues comme forme légitime de production. Quant à la triangulation quantitative et qualitative, le MIA promeut une approche de triangulation rigoureuse qui combine méthode qualitative et quantitative et participative aussi, afin de produire une image complète et nuancée de la réalité évaluée. Des mesures pas uniquement à leur conformité données crédibles, même si elle ne répond pas aux critères d'une revue randomisée contrôlée. Cette vision élargie donc de la crédibilité est au cœur de la contribution du MIA à la réforme de la gouvernance mondiale de l'évaluation. En termes slide de défis et de perspectives, le premier défi auquel le MIA doit faire face, c'est celui du financement et la dépendance aux bailleurs. Vous savez, l'argent est ce qui est important. Alors, c'est l'un des principaux défis du MIA, cette dépendance des évaluations africaines au financement extérieur. Le second, c'est la formation spécialisée et le renforcement des capacités. Le développement du MIA requiert la formation d'une masse critique maîtrisant à la fois les
paradigme évaluatif, enraciné dans la philosophie africaine, ce qui suppose une réforme des programmes universitaires et des cursus professionnels sur le continent. Le troisième défi, c'est celui de l'institutionnalisation et des standards africains. Pour que le MAI ait un impact durable, il doit être institutionnalisé dans les systèmes nationaux d'évaluation des politiques publiques africaines et reconnu par les organisations internationales comme une approche légitime et rigoureuse. Light, en guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Tout simplement que le Made in Africa Evaluation, MAE, représente bien plus qu'une réforme méthodologique. C'est un acte de souveraineté intellectuelle et politique qui affirme le droit de l'Afrique à définir ses propres standards de preuve, ses propres critères de succès et ses propres théories de changement. En intégrant les philosophies africaines, les savoirs autochtones et les expériences vécues des communautés dans le processus évaluatif, le MAE produit des connaissances plus pertinentes, plus légitimes et plus utiles pour orienter le développement du continent. Les pionniers du MAE, Dr Soulé Gariba, professeur Bagué Chilissa, pour ne citer que eux, et toute la communauté évaluative, Afrea par exemple, nous ont transmis un héritage intellectuel précieux qu'il nous appartient de faire dans cette que ce webinaire et cette semaine baptisée Global Evaluation Week prennent tout leur sens. Unir nos voix africaines pour construire ensemble une évaluation à notre image au service de notre développement. Best evidence for best practice decision making. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Jordan Anna. Une donnée qui traduit correctement les réalités locales est une donnée crédible. Merci beaucoup pour cette citation. On peut le noter ainsi. Et le plaidoyer a été puissant. Et vous nous rappelez avec force que l'évaluation en Afrique, c'est l'humain, la communalité et la justice épistémique au centre de l'Afrique. Et le Made in Africa prouve que notre continent n'est pas un simple terrain d'expérimentation, mais un producteur de savoir. Merci beaucoup. Et je passe la parole à notre panéliste. Merci beaucoup, Anta, pour m'avoir repassé la parole. Et merci beaucoup à M. Jordan pour cette brillante présentation. Notons que quelques questions qui est africaine. Est-ce les méthodes, les personnes qui l'utilisent ou encore le but qu'elle sert? C'est dans cette lancée que je vais vous introduire mademoiselle Nangué Lisette Malou, qui va nous éclaircir et nous présenter un outil expérimenté du Made in Africa Evaluation. Donc, ce n'est pas lui que nous avons choisi de présenter ici aujourd'hui, car il est celui qui est développé par eBase Africa. Mademoiselle Nangué Lisette Malou, la parole est à vous. Vous avez 1 minute pour vous présenter et après, vous pouvez nous détailler votre connaissance. Merci à vous. Bonsoir à tous et Boudan, merci de me passer la parole. Je m'appelle Nangué Lisette Malou. Dans la bien, je suis autrice et conteuse à l'enceinte de eBase Africa. J'exerce aussi en l'Université des Arts et j'exerce aussi en tant qu'artiste professionnel au Cameroun. Alors, Boudan, je vais une fois commencer. Julius, s'il te plaît, tu peux présenter les slides. Entendant Julius avec mes slides, je pense que je vais dire aujourd'hui que la plupart des la présentation de Jordan concernant le MAI, je pense que Doride vient répondre la plupart des questions qu'il a posées tout à l'heure lors de sa présentation. Julius, je peux avoir mes slides, s'il te plaît?
Oui, alors, est-ce que tu me suis? Déjà, je peux parler une autre slide, s'il vous plaît. I can see your slide. Yeah, peut comprendre que l'autorité déjà, c'est une approche méthodologique endogène africaine novatrice pour la production, l'évaluation et la diffusion des connaissances. Et la plupart des raisons pour lesquelles il a initié cette méthode à cause des questions posées par le Made in African Evaluation. Okay? Vous m'écoutez? Super. Les chercheurs, les universités à travers le monde entier font des très bonnes recherches. Ils s'en vont dans des communautés avec des budgets assez colossaux et ils questionnent assez des communautés. Ils ont des résultats, mais malheureusement, ces résultats sont publiés à l'entrée des universités et lorsque c'est même publié, pour pouvoir avoir accès à ces résultats, il faut noter en Afrique n'arrive pas à souvent avoir accès à ces différents résultats. Il est aussi bon de noter que ces résultats sont aussi publiés dans un jargon très complexe qui n'est pas malheureusement compris par les communautés qui souvent ne sont pas très éduquées. Et ensuite aussi, il y a aussi souvent certains parties prenantes comme des décideurs qui n'arrivent pas souvent aussi à comprendre les résultats à cause de ce jargon complexe où l'autorité est née. Nous avons aussi, l'autorité est aussi fondée sur l'évaluation Made in Africa et l'autorité bien sûr s'inspire sur les visions du monde africain comme l'ontologie, l'axiologie et l'épistémologie africaine qui est bien sûr liée à l'Ubuntu. Cette fameuse concept venait de l'Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique façon le monde avec ses valeurs à travers ses coutumes et aussi à travers ses traditions. Donc, prendre la méthode d'Oridé. Next slide, s'il te plaît. L'Oridé, bien sûr, est fondée sur l'innovation du roi Joya Ibrahim. Joya Ibrahim est populaire en Afrique. Il était camerounais de la région de l'ouest du Cameroun. Il vient de chez le Cameroun. Le roi Joya a tellement innové la tradition camerounaise. Il a eu à inventer une machine à électriser. Il a eu à découvrir une langue parlée de chez lui qui s'appelle le choumou. Il faut aussi savoir qu'il avait cette sagesse de voir le monde au futur. Alors, on se dit, si beaucoup longtemps, nos ancêtres arrivaient déjà à comprendre la vision du monde scientifique. Pourquoi pas nous inspirer de ce qu'ils ont eu à faire? Next slide, please. Alors, l'autorité, déjà, c'est une méthode. Tout à l'heure, j'ai mentionné que c'est utilisé pour la production des connaissances, pour l'évaluation et aussi pour la communication. Mais aujourd'hui, nous allons baser sur l'autorité en tant que méthode d'évaluation. Tout à l'heure, Andrew a parlé de l'évaluation dans des thèmes aussi d'où l'autorité est fondée. Parce qu'à chaque fois, l'autorité veut travailler avec des communautés du début jusqu'à la fin du processus de l'évaluation. Et se rassurer que, comme ici, à travers des adages, à travers des proverbes, etc. Alors là, nous avons des piliers nous avons le pilier de l'ouverture des cœurs, qui est un processus participatif d'échange culturel et de co-apprentissage qui crée un climat de confiance entre les évaluateurs participants. Et l'essentiel de l'ouverture de cœur, beaucoup plus, est fondé sur la compréhension profonde de son contexte. Parce qu'on se dit, si les participants arrivent à comprendre le projet,
nous avons la conviction qu'ils seront impliqués, engagés, de voir que leur projet à eux-mêmes soit un succès durable. Next slide, Julius. Nous avons ensuite tout à l'heure parmi les parties inspiré des Ubuntu traditionnels. C'est le grain d'haricot qui est écrasé et préparé et dans une semaine. Donc, c'est impossible dans la communauté et leur donner assez d'informations sans avoir les écouter. Alors, lors de la co-création, les participants, les évaluateurs et les résultats, les savoirs alors, d'où les évaluateurs introduits ensemble avec les participants découvrent que les participants sont convenus du projet. Alors, durant l'atelier, c'est un atelier participatif où les récits, des proverbes et des expériences des participants, les questions des réunions. Dis-le, s'il te plaît. Julius? Nous avons aussi l'atelier de la mise en place le visa des autorités administratives et surtout plus des autorités locales de cette communauté. Et nous avons aussi l'organisation collective pour les aspects pratiques, éthiques et logistiques de la communauté et du déploiement de l'évaluation en propre terme. Je cite le next slide. Donc, nous avons ensuite les terrains, qui est, je pense, le nœud de la méthode Toride, qui est un outil de collecte de données qui permet aux participants de librement sur leur récit de réussite, de défis ou d'échecs liés à une intervention avec l'accompagnement des facilitateurs trans et l'authenticité du durée du projet. Next slide, s'il te plaît. Nous avons ensuite les histoires vertes et rouges, qui est un outil d'analyse mixte de l'approche de Toride, qui collecte et classe les récits des participants en histoires vertes et rouges, puis les organise à l'aide de la boussole de Toride pour transformer les expériences vécues en donnant l'exploitable pour l'évaluation et la prise de décision. Alors, lorsque les histoires sont collectées, les évaluateurs ont la capacité de pouvoir juger si les vécus expériences sont rouges ou vertes. Et les récits liés au processus. Et ces récits sont enfin analysés à travers des récits liés au processus, des récits narratifs, des récits d'impact et des récits créatifs. Les récits liés au processus, tout simplement, ce sont des récits qui évaluent l'expérience des participants vis-à-vis la mise en œuvre du projet. Pour les récits narratifs, ce sont les récits qui rendent compte des apprentissages et des résultats immédiats de l'intervention. Comme récits d'impact, ce sont des récits qui décrivent les effets à long terme de l'intervention. Là, on doit être sûr que le projet a pu attendre à long terme. Et finalement, nous avons les récits créatrices où
les compteurs. Et là, c'est la capacité de pouvoir, à travers les expressions artistiques, comme communiquer les résultats de l'évaluation notée. Et Tori, l'une des collègues de IBES Africa qui s'appelle Damaris, a eu à observer et elle a pu créer ce que nous appelons la IBES Africa Tobide Compass. Tout à l'heure, j'ai mentionné que les résultats produits par les chercheurs sont complexes, pas seulement au niveau des communautés, mais c'est aussi au niveau des décideurs, c'est au niveau des, aussi au niveau des universités. Les résultats qui va convenir tout type de titres à travers des écrits, à travers du théâtre et de. OK, next slide. Alors, je vais aussi parler des similitudes et comparaisons entre l'autorité. Aussi, nous pouvons comprendre. Mais là, je me suis basée sur des méthodes qui sont vraiment ils sont engagés. Et comme d'habitude, chaque participant a eu à lancer le courrier et ils ont eu à lire leur avenir. L'enjeu de cet exercice était pour que les participants, personnellement, ils se projettent à quel niveau durant le projet. Et une fois de plus, c'était un succès. Next slide. Alors, nous avons fini avec l'atelier de la mise en place. Mais avant ça, nous sommes allés voir, déjà, Constantine avait déjà pris l'aval des autorités administratives. Mais c'était le chef. Lui faire savoir que nous sommes dans sa communauté et nous voulons travailler avec les handicaps de sa communauté. Son fils successeur, le chef. Il nous a posé une question qui était hyper intéressante. Il a demandé de savoir est-ce qu'on s'est rassuré qu'on a fait un bon census de la population. Nous sommes sûrs que tous les handicaps sont dans le projet. Nous étions avec Madame Véronique, qui est l'une des EPH, l'une des personnes qui ont eu à mobiliser la communauté. Elle a rassuré le chef qu'il y avait des critères de sélectionner les différents participants. Et là, nous avons donné son aval. Et aussi, il nous a fait comprendre certaines coutumes de la tradition. Il nous a fait comprendre qu'il y a un très grand tam-tam. Lorsque un notable décès du matin, le tam-tam est joué pour pouvoir informer les communautés. Et moi, je savais que dans les communautés africaines, le tam-tam est utilisé comme communication, mais je ne savais pas que c'est fait à 5 heures. Parce qu'à 5 heures du matin, l'environnement est encore très calme. Ça permet que le cours puisse voyager à travers plusieurs côtés de la communauté. Et ensuite, nous avons eu, et après la visite du chef, l'arbre, et bien sûr, une fois de plus, nous avons eu à compter. D'abord, nous avons eu à écouter des proverbes des participants. J'ai compté une histoire. Une participante a aussi compté une histoire qui était intéressante parce qu'elle nous a dit elle a un champ de manioc. Mais malheureusement, à chaque fois qu'elle récolte ce manioc, sa maman quitte de Yaoundé et elle vient prendre ses récoltes et elle n'arrive pas à progresser. Elle a dit heureusement, grâce au projet Waka, grâce à IB, grâce à CBM, elle pourra enfin commercialiser son champ de manioc. Voilà, je pense que les slides sont finis. Je ne sais pas, mais sinon, c'est ce que j'avais à dire concernant mettre en exergue notre méthode de IB, de Toride, conçue par Patrick de IB. Hello, my name is Hopiep Graflane, an IT coordinator at EBS Africa. Today I'm presenting on my abstract. Hello, my name is Hopiep Graflane from EBS Africa.
Today, I am going to be presenting on a very interesting abstract, which is human and AI collaboration for quality and speed in evidence synthesis. This is a case study for an HPV review that we carry out across the world. Good decisions making relies on evidence, but it is often, hey, gosh, why my life is like this? Why is this thing like this? Okay, concentrate. Hello, my name is Wapiep Graflane. Hello, my name is Wapiep Graflane from eBase Africa. Today I'm going to be presenting on a very interesting abstract, which is human and AI collaboration when it comes to research. Hello, my name is Wapiep Graflane from eBase Africa. Today I'm going to be presenting on how humans and AI can collaborate when it comes to a systematic review or research in general. So, across the world, good decision making relies on evidence, but then it is often limited by how fast human can work. Systematic review, for example, which is a key method for gathering evidence, demands significant time and human effort. This creates a major delay between when, for example, let's say a health question comes into place, and then when we have the evidence to answer it. But the objective of this abstract, for the objectives of this study, we had two objectives. The first one was to use large language model in order to accelerate the process of screening articles using the AP Reviewer platform, as well as to compare the screening performance of the AI with that of a human reviewer. The methods we use, we integrated a large language model directly into a systematic review for the HPV review that we were carrying, what we're doing. For the methods, we integrated a large language model directly into a systematic review workflow for the HPV review that we were doing. The AI performed the initial screening of title and abstract, and then a human researcher has to verify and make sure that what the AI have selected is actually relevant. It means that a human being had to go over what the AI model have done. This process was designed to leverage the speed of machine and then to compare the speed of machine and then what's happening? So chill, breath. Try again. What the hell is happening? What the hell is going on? Okay. Hello, my name is Wapiep Graflane from eBase Africa. I'm going to be presenting on a very interesting study today, which is to see on how the collaboration between human and AI when it comes to researching. For It's not going crazy. Hello, my name is Wapiep Graflane from eBase Africa, and it's a pleasure for me to present my work, which is
Hello, my name is Hwapiep Graflane from EBS Africa, and I'm going to be presenting. Hello, my name is Hwapiep Graflane from EBS Africa. We are going to be looking at the collaboration between human and artificial intelligence, that's large language model, when it comes to research. Good decision makings rely most of the times on evidence, but then it is often limited by how fast human can deliver that particular evidence. A systematic review, which is a key method for gathering evidence, demands significant time and human effort. Because of that, it creates a delay between when a health question comes into place, for example, and then when we have the evidence to answer it. The objective of this study was to use large language model to accelerate the process of screening article for a systematic review, and as well to compare the screening performance of the AI with that of a human reviewer. We use a large language model we integrated the large language model directly into we were able to use the AP Reviewer platform, where we use the large language model present there in order to screen out some papers. The human researchers then make sure that he verifies what the human. We use the AP Reviewer platform. We use the large language model that is present in the AP Reviewer platform in order to carry out a systematic review for the HPV review that we carried out. And then the AI performed the large-scale screening of title and abstract to identify potential relevant stories. The AI performed the initial large-scale screening of title and abstract to identify potential relevant stories. The AI performed the initial large-scale screening of title and abstract to identify potentially relevant studies. Then the human researcher then verified what the AI have done. So the result was kind of very fascinating. We discovered that the AI dramatically cuts down the screening time by approximately 80%. We as well observed that the agreement between the AI initial screening and the final human verification. We also saw that the process revealed that while AI is highly effective, it has a tendency to miss out some papers. Why am I saying this? There were some papers that the AI did not included it into the studies that were carried out at that moment. Then the conclusion is that AI in research is a major shift that forces us to rethink what we mean by quality, expertise, and even evidence itself. The key takeaway is that AI does not replace human researchers. The key takeaway is that AI doesn't replace human researchers, but rather it empowers them. The role of researchers is evolving from at first doing manual work to providing critical insight and judgment of what an AI model can do. So we see that as technology is increasing, things are gradually changing, and we have to adapt to this particular trend, which now is an AI, large language model. That's the talk of the day. My recommendation is that we should invest in training young researchers to use and manage these tools critically and effectively. And then
always have to make sure that there is a human in the loop, to make sure that a human always cross-check the work that an AI model have done. We should not just allow it for the fact that the AI model is fast. We should not just allow it by saying that the AI model is fast and it can be effective. No, it's always recommended, based on this study, that a human should always cross-check the work of an AI model before validating it, especially when it comes to data extraction and full text screening. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'm very much excited to be part of this year African Evidence Network. Thank you so much for listening. I'll be in touch in case there's any question. Please feel free to always get back to me in case of any question. Thank you so much.